Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans Un esprit sain dans un corps sain, le podcast qui parle du passé, des actualités et du futur du body horror dans les arts. Bonsoir Fanny. Salut. Déjà, on voulait vous remercier pour tous les retours qu'on a eus sur le premier podcast. Ça nous a vraiment beaucoup encouragés et on va faire en sorte de les appliquer dès à présent le plus possible. Donc en tout cas, n'oubliez pas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre 5 étoiles sur Spotify, à mettre des commentaires sur YouTube. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de 2 films en miroir qui ont une thématique similaire de l'animalité et de la transformation en animal. Et avant de vous les présenter, elles sont un peu encore de suspense, eh bien je laisse Fanny du coup faire sa petite présentation. Merci bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de notre dernier podcast, si vous ne l'avez pas entendu, bien sûr, je vous invite à aller l'écouter. Et pour les autres, souvenez-vous, nous avions assez longuement parlé de la métamorphose au sujet du film qui porte très bien son nom et sur lequel on s'était attardé d'un point de vue étymologique, thanatomorphose. Si pour ce dernier, il était question d'une transformation du corps vivant en charogne vivante, nous revenons ici à une considération en un sens plus classique de la métamorphose, à savoir la transformation de l'homme en animal. Et je dis en un sens seulement, puisque pour le duo cinématographique qui va nous occuper, le surnaturel ou le merveilleux n'intervient pas dans le processus, contrairement à la plupart des films ou œuvres qui abordent cette thématique. C'était le cas pour la célèbre Mouche de Cronenberg, ou plus anciennement la Féline de Jacques Tourneur, et on peut aussi penser à des nombreux films qui traitent de la lycanthropie. Enfin bref, vous l'aurez compris, la liste est infinie et vous en avez certainement pas mal d'autres en tête. Donc dans ces 2 films qui nous intéressent, The Human Centipede et Tusk, nul surnaturel, nulle magie, nulle intervention divine, comme dans les mythes ou les légendes. À chaque fois, l'intrigue s'enracine dans la réalité et le processus de métamorphose naît de la manipulation scientifique ou médicale. On va voir la figure du savant fou, sur laquelle on insistera, je pense, un peu longuement, qui sera plus marquée dans The Human Centipede, et cette figure du savant fou devient l'agent de la métamorphose. C'est par lui qu'elle s'opère, car il vient littéralement opérer le corps, voire les corps, humain pour en faire un animal, des animaux. Donc d'un côté, un renouveau de l'approche de la métamorphose, mais de l'autre, on peut malgré tout y voir la résurgence de thèmes archaïques comme le châtiment. En effet, dans de nombreuses légendes ou mythes, la métamorphose en animal tient lieu de châtiment, de punition. Je ne sais pas, on peut imaginer ou se souvenir plus exactement de mythes où des dieux, des sorcières transforment des humains en animaux, en animal, pour les punir d'un péché, d'une faute, etc. Et aussi, on peut aussi imaginer que la métamorphose peut tenir lieu dans ce cadre, dans ces cas précis, aussi de clémence. Et donc j'aimerais terminer là-dessus, puisque nous verrons en quoi le châtiment sera au cœur des 2 films ce soir. Et je laisse là le suspense et je redonne la parole à Raphaël. Comme vous l'aurez compris, nous avons parlé de 2 films en miroir qui parlent tous les 2 de savants fous et de transformations dégueulasses. Donc le premier, c'est Human Centipede, même The Human Centipede First Sequence, sorti en 2009, réalisé par Tom Six. Et le deuxième, c'est Tusk de Kevin Smith, réalisé en 2014. Donc nous allons commencer par parler de The Human Centipede. Je pense que tout le monde ici en a plus ou moins entendu parler, vu à quel point l'aura du film est devenue une espèce de nouveau phénomène, presque comme un nouveau saut en fait en termes de concept extrême et dégueulasse. Donc du coup, nous allons résumer un petit peu le film pour les personnes qui, au cas où, ne connaîtraient pas l'histoire. Il s'agit de deux New-Yorkaises qui ont la trentaine et qui partent en vacances en Allemagne pour justement un peu s'amuser et qui cherchent à se rendre dans une soirée, dans une boîte de nuit qui s'appelle Le Bunker. Et vous verrez pourquoi est-ce que ça aura un peu c'est un petit clin d'œil pour la suite un peu. Et en fait, leur voiture tombe en panne au milieu de la forêt, donc grosse angoisse. D'abord, elles pensent rester là et attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne les sauver. Mais comme vous savez bien, l'humanité est absolument dégueulasse, on ne peut pas croire en elle. Et donc, elle tombe sur un automobiliste qui est absolument glauque avec elle. Elle se retrouve un peu forcée. Enfin, elles se disent, oui, on va pas rester là, parce que si on tombe sur un taré qui va finir par nous zigouiller, vaut mieux essayer de trouver quelqu'un. Et elles vont marcher dans la forêt. Et elles tombent sur une maison qui est au milieu de nulle part, qui appartient à un certain scientifique qui accepte de les accueillir en attendant, parce qu'en plus il pleut, c'est un peu tous les clichés du film d'horreur grand public à ce moment-là. Il accepte de les accueillir en attendant que pour qu'ils puissent appeler les secours, quelqu'un pour
pour pouvoir les dépanner. Sauf que ce grand scientifique qui a connu une renommée pour séparer des jumeaux à la naissance, en fait, il a un peu l'obsession inverse depuis quelques temps. Il a plutôt envie de coller des gens ensemble et plus précisément de coller leur bouche à leurs anus. On se doute bien que c'est le sort qui est réservé à nos deux jeunes femmes. Comment vont-elles réussir à survivre à ça et comment surtout tout le processus se passe, parce qu'on rappelle un truc, hein, le film s'est vendu comme étant à l'époque 100% médicalement vrai, car oui, Tom Six, en fait, le réalisateur, avait, à ce qui paraît, selon ses dires bien sûr, consulté un chirurgien et en lui disant bon voilà, j'ai eu cette idée-là, idée d'ailleurs qu'il a eu avec un pote camionneur qui disait oui, les bouches des pédophiles, ce serait bien qu'on les mette à l'anus de gars, comme ça ce serait une vraie punition pour eux. Et du coup il se dit mais incroyable, idée de génie, je vais en faire un film. Et du coup il a fait ce film dans l'idée que ça sonne plus médicalement vrai. C'est-à-dire qu'il y a des assez bonnes scènes d'ambiance chirurgicale dans le film là-dessus, même si ça reste encore assez soft. On y reviendra. Et pour le contexte un peu de sortie du film et de son réalisateur, Tom Six, avant, il a plutôt fait des comédies. Il a fait notamment un film qui s'appelle Gay in Amsterdam en 2004 ou 2005, puis un film qui s'appelle Honeys, qui est une comédie sur deux adolescentes en 2007, et un film qui a l'air, en tout cas ce que nous n'avons pas vu, de faire un peu une transition vers des sujets un peu plus glauques, qui s'appelle I Love Driss, qui est sur un couple qui est fan d'un chanteur populaire et qui l'enlève pour pouvoir récolter son sperme pour enfanter la femme. Aussi, il est bon, je pense, de signaler du coup que à la suite de cette trilogie, parce que Human Centipede est une trilogie, il y a du coup le premier First Sequence, le deuxième Full Sequence et le troisième Final Sequence, qui lui a donné un certain succès, surtout une certaine réputation dans les milieux de fans de l'horreur, mais pas que, parce qu'on rappelle quand même que Human Centipede a été parodié notamment par South Park. Donc voilà, je pense que tout le monde connaît à peu près le concept de base, voilà, du mi-patte humain à base de bouche cousue dans des anus. Mais il y a un film qui n'est toujours pas sorti, qui s'appelle The Onania Club, qui en fait parle visiblement d'une secte de femmes à Los Angeles qui sont excitées sexuellement par la misère du monde. Et à ce qui paraît, le film est du coup dans le ton habituel de Tom Six, quelque chose d'assez provoquant, quelque chose qui s'amuse de l'aspect dégueulasse et qui est assez nihiliste. Donc ce film-là n'arrive toujours pas à sortir, même s'il est complètement tourné. Il y a même aussi des gens qui sont proches de Tom Six qui l'ont vu, ce film. Mais pour des raisons de distribution, il n'a pas réussi à être pour l'instant distribué, ce qui est quand même assez étrange par rapport au succès, au moins voilà, la popularité qu'a eu The Human Centipede. Donc voilà, c'est un peu aussi un appel. Vous verrez, nous avons un avis quand même assez particulier sur le film, mais on aimerait quand même que le film sorte pour qu'au moins le film existe, et ce serait quand même dommage que tout ce travail-là ne soit pas montré. Voilà, c'est important quand même de le dire. Tout qui a été validé par aussi des gens comme John Waters qui justement trouvent que le film est génial. Voilà, donc ce serait intéressant de savoir pourquoi ce film fait autant de débat et pourquoi est-ce qu'il y a autant de mal à le sortir. Et donc pour commencer, je te donne la parole, Fanny, pour un peu savoir quelles sont un peu tes impressions sur le film. Déjà, je voudrais rappeler que je n'ai vu, et je crois que c'est ton cas également, que je n'ai vu que le premier volet de The Human Centipede, la saga, et je me tâte pour voir la suite. Donc ça vous spoil, enfin c'est pas que ça vous spoil, mais ça vous donne déjà un petit peu la température de mon avis sur ce film. Tu l'as très bien dit, c'est un film à concept, et le concept manifestement n'aura de cesse d'être filé. C'est terrible, on peut presque parler d'une métaphore filée pour ce genre de film. Donc c'est un concept qui sera filé sur une trilogie et qui sera toujours, de ce que j'ai compris, poussé plus loin dans l'extrême, dans la violence, même dans l'absurdité. Enfin, c'est un mille-pattes humain, et le mille-pattes dont on parle pour ce premier film est un mille-pattes à 3 humains. C'est ce que je voulais aussi rappeler, puisqu'on a évoqué bien sûr ces deux personnages principaux, et j'aurais presque envie plus tard de remettre en question la notion de personnage principal dans ce film, qui écrit très très peu ses personnages finalement. Donc c'est un mille-pattes humain à trois humains. Donc il y a ces deux protagonistes féminines, et il y a également
le personnage masculin qui sera en tête de Mille Pattes et que malheureusement on a tendance à réduire à son origine culturelle. Et voilà, c'est un homme japonais et on a souvent tendance à oublier son nom. Donc c'est vrai, les personnages nous restent tellement peu en tête qu'on pense à ce Mille Pattes composé du japonais et de ces deux jeunes femmes perdues dans la forêt. Oui, donc tu parles en fait de Phil, et effectivement, pour un peu situer le déroulement du concept au fil des films, le premier ils sont 3, le deuxième ils sont 12 et le dernier ils sont 500, parce qu'effectivement ouais, ça jump d'un coup, et effectivement le dernier on ne l'a pas vu, mais alors petit défi, voilà, si ce podcast a 100 vues ou 100 écoutes sur les réseaux, eh bien on verra, on analysera le 2, on le verra ensemble, même le 2 et le 3, et on vous fera une petite review suite, voilà, pour voir aussi si notre avis sur le film et même sur la saga entièrement aura changé. C'est notre challenge, on vous promet. Voilà, c'est notre challenge, on promet, voilà. Donc n'hésitez pas à partager si vous voulez qu'on continue à s'infliger les films The Human Centipede, surtout il paraît que le 2 est assez corsé, parce que pour un peu aussi le contexte, il a clairement dit, en fait le premier film, celui du coup dont on parle aujourd'hui, est vraiment pour habituer les gens à ce concept-là, à cette créature, à ce mi-patte-là, et après le deuxième c'est vraiment ce qu'il voulait faire. Et vu un peu à quoi ressemble le film, je pense que le deuxième est quand même meilleur et est quand même un peu plus loin et nous va peut-être moins frustrer les gens, comme ce qui a été un peu le cas pour nous d'un point de vue disons violence, gore et un peu des choses à se mettre sous la dent au niveau body horror. Je pense que ce premier film, il est vraiment là pour créer des attentes que viennent combler, poursuivre et dépasser les deux autres. Après, on pourra statuer à ce sujet si on les regarde un jour. Oui, puis clairement, c'est vrai que on en va en parler. En fait, c'est intéressant de parler aussi du Human Centipede, parce que ça peut permettre aussi de parler de l'aspect de concept, de film à concept, et de films un peu qui ont une espèce de renommée, de réputation, de hype, on peut même parler. Ici, parce que voilà, personnellement, et je pense que c'est ton cas aussi, Fanny, on a beaucoup entendu parler avant comme étant un truc assez hardcore, assez dégueu. Le concept de son, déjà, le concept est suffisant pour pouvoir attirer la curiosité malsaine du chaland, et aussi voilà, pour pouvoir se dire ah ouais, ok, on va avoir un truc qui va un peu nous challenger. Et honnêtement, c'est peut-être pas ma plus grosse déception niveau film d'horreur là-dessus, ça reste, et ça je sais que ça va plaire à beaucoup de gens, mais le projet Blair Witch, et voilà, c'est pas trop le sujet ici, mais le film est assez décevant honnêtement en termes de même en termes de body horror en fait, c'est-à-dire qu'on voit quelques trucs, notamment la scène où le mi-patte du coup qui est composé, car je vais dire le nom des personnages, de Lindsay et Jenny qui sont nos deux touristes américaines, et de Katsuro du coup qui est le japonais. Et effectivement tu as qualifié de le japonais parce que honnêtement c'est un peu sa seule caractéristique, même s'il y a une scène où pour un peu alors je te préviens, on va spoiler quand même les deux films dont on va parler aujourd'hui, ouais, ils sont sortis il y a pas mal de temps, mais du coup il y a toute une scène où au tout début, comme en fait quand Katsuro est en tête, c'est le seul qui peut parler, et du coup il est très rebelle, il refuse le traitement justement d'avilissement du scientifique qui le traite comme un chien, littéralement. Voilà, il cherche vraiment, notamment il y a toute une scène où ils sont dehors dans le jardin de la maison, où en fait le scientifique veut que d'ailleurs le scientifique s'appelle Joseph Hater, donc Joseph veut que Katsuro et le mi-patte évidemment qui est derrière lui relié à son anus veut qu'il apporte le journal, et lui refuse, voilà, donc il y a un peu ce côté, il y a une certaine fierté et tout, voilà. Et en fait après il y a toute une scène où en fait il pète un peu les plombs, notre Katsuro, et il se rend compte en fait que c'est presque comme un dieu qui vient le punir en fait du mauvais comportement qu'il y a eu à l'égard de sa famille. Et donc justement il y a un peu ce côté un peu fierté, un peu ouais tu t'es comme un dieu machin, cette espèce un peu de en fait il y a un peu ce côté on trouve de l'honneur un peu cliché des japonais qui est très montré, et puis le côté voilà non mais en fait je me soumets complètement machin et tout, et voilà c'est quand même un peu cliché. Après de là à dire que le film est raciste, je pense pas, je sais pas, mais le film est quand même assez cliché là-dessus, et
Disons que le film, c'est aussi un autre gros point qu'on je voulais aborder et après je pourrais te passer la parole là-dessus. Mais le film finalement a une part d'humour, mais c'est pas très clair par rapport au deuxième film dont on va parler si c'est volontaire ou pas. Ce que tu dis en insistant sur la nationalité du personnage de Katsuro, on peut l'étendre finalement à la nationalité de l'ensemble de ces personnages. Et immédiatement, si on met ça un peu en exergue, le savant fou est un personnage allemand, celui qui est en tête du mille-pattes est un personnage japonais, suivi de 2 personnages américaines. Il ne faut pas aller creuser très loin pour peut-être y voir une sorte de métaphore, là encore, ou bien de revanche métaphorique de quelque chose de la Seconde Guerre mondiale, des affrontements en fait entre trois camps. Et ça pourrait être bien pensé, ça pourrait être une bonne idée, quelque chose d'ailleurs d'un peu loufoque, mais comme tu le dis très bien, on tombe complètement dans le cliché, puisque le savant fou qui est incarné par un personnage allemand, dont on comprend aussi, je ne sais plus très bien à travers quel symbole, mais il y a des références, il aurait une sorte d'admiration et de nostalgie pour le passé de l'Allemagne nazie. On est dans le cliché le plus total, il n'y a aucune subtilité. Alors par ailleurs, je vous renvoie à la vidéo de Az l'épouvantail qui décrit assez bien et qui analyse assez bien la figure de ce savant. C'est même lui qui met le doigt sur cette analogie entre une période historique et le film et la nationalité de chacun des personnages. Mais si le film n'est pas, je pense, intentionnellement raciste, les clichés qu'il véhicule, ou en tout cas ces stéréotypes qu'il véhicule, sont too much. Je ne sais pas comment dire. En tout cas, comme les personnages ne sont pas écrits, ils sont réduits à ces simples données nationales, à ces caractéristiques, et ils n'ont aucune épaisseur. Oui, de toute façon, le but un peu de Tom Six ici, visiblement, il explique genre en interview, c'est que comme le concept de base de son film était un truc hyper extrême, il s'est dit, pour pouvoir un peu aussi mieux le vendre et mieux marketer, je vais l'entourer d'un habillage de film d'horreur un peu plus classique, conventionnel. Pour moi, il y a un côté, alors je vais citer un nom de genre de film, mais encore une fois, le film n'est pas un survival, mais je sais pas, ça me fait penser à des trucs genre Massacre à tronçonneuse, par exemple, voilà, les touristes qui sont perdus dans un territoire qu'ils ne connaissent pas, donc même ici, elles ne parlent pas la langue. Donc du coup, il y a cette dimension-là de personnages très archétypaux et qui sont juste là pour se faire zigouiller, ça, hein, c'est vraiment un peu le principe ici. Et aussi, je pense que en fait, je pense que Tom Six, c'est vrai qu'il s'en fout un peu. C'est-à-dire qu'il y a un peu ce côté. Ce qu'il recherche, c'est plutôt. Enfin, encore une fois, il faut préciser un truc important. Tom Six est néerlandais. Donc, je sais pas s'il a vraiment une certaine appétence profonde pour ces sujets de Seconde Guerre mondiale. Mais en tout cas, un truc qui est sûr, c'est que je pense qu'il a mis ça un peu volontairement comme étant un peu un clin d'œil, encore une fois, pour provoquer, pour créer un sentiment de malaise et pour aussi rappeler un peu la figure du mal absolu qui est les nazis, enfin qui sont les nazis globalement, voilà. Et l'horreur, en tout cas nazie, l'horreur aussi d'avilissement par les nazis, parce que Auschwitz, vous connaissez, je pense. Oui, ou même les expérimentations de Mengele. On peut songer à ces expériences chirurgicales de torture, de mutilation, de tests scientifiques, médicaux, qui ont été menés sur des victimes, des cobayes juives pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc peut-être que Tom Six avait cela en tête pour son film, c'est pas impossible. Oui, c'est vrai qu'il recherche un petit peu, je pense, une figure absolue, mais humaine, horrifique. Et justement qui cherche avec un peu un god complexe, ce qui va être aussi le cas de notre deuxième scientifique fou qu'on va aborder plus tard. Et mais pour un peu résumer un petit peu aussi nos impressions, parce que voilà, si vous voulez vraiment voir des gens qui ont aimé le film et qui arrivent vraiment à aller vraiment genre en profondeur, il y a des vidéos de A à Z dessus. Mais nous, de notre côté, même s'il y a quand même pas mal de choses à dire, mais plus
finalement sur ce que le film ne montre pas, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a en fait cette dimension de, on s'attend vraiment voilà à voir notamment, je sais pas moi, j'avais un peu cette image de le mi-patte qui allait qui a justement foiré, ça allait être dégueu, il y avait à avoir un mélange de sang et de merde, enfin un truc vraiment, parce que c'est ça, hein, ça il met le concept de base appelle un peu à ces images de fluide là et de trucs vraiment dégueulasses. En fait, le film reste très clean, même si ça crée aussi des très belles scènes. Je trouve que notamment la scène du réveil du mi-patte est honnêtement la scène la plus réussie du film, parce qu'il y a vraiment cette espèce d'horreur bourgeoise qui justement fait un peu penser à un peu finalement les contrastes esthétiques entre froideur et élégance de l'appartement et horreur du crime qui est commis notamment à Salo de Pasolini, qui est un des films qui a beaucoup inspiré visiblement notre Tom Six. Et il y a ces petites touches qui sont assez intéressantes par moments, d'horreur très froide, très médicale et tout, mais globalement le film n'arrive pas à dépasser son concept de base, je trouve. Il y a un peu cette dimension de le concept est trop stylé, le concept est super bien, mais il n'en fait pas grand chose, en tout cas dans ce premier film. Et même honnêtement, la fin, on va spoiler. Donc Katsuro meurt. Voilà, si vous voulez voir dans tous les détails, gore et tout, je vous invite à voir le film. La personne, son ami qui est à la queue. C'est ça qui. Alors je sais plus du coup si parce qu'en fait en gros il y a une des deux amies qui meurt, et je crois que c'est celle qui est à l'arrière qui meurt, et donc du coup il y a que celle qui est au milieu qui survit, mais qu'on comprend bien qu'elle va mourir puisque elle est littéralement du coup cousue des deux côtés à deux cadavres, et du coup bah voilà, elle est un peu condamnée à justement attendre la mort au final. Donc voilà, une fin en plus super évidemment dans ce ton du film qui est très glauque, nihiliste, tout ça. Il y a un peu ce côté à la fin, ok, tout ça pour ça. Voilà, c'était un petit peu ça ce qui en est ressenti pour nous, et finalement avec assez peu de choses qui montrent le corps, mis à part en fait cette espèce de mi-patte qui est assez beau, mais ça ne fait pas finalement grand chose. On s'attendrait à ce que l'opération foire, on s'attendrait à ce que les gens veulent vraiment se décrocher littéralement, et y arrivent. Alors peut-être qu'il y a ça dans d'autres films Human Centipede, encore une fois, et c'est pour ça que n'oubliez pas partager pour qu'on puisse les voir. Il y a un peu de ma part ces dimensions très déceptives, du coup très décevantes pour ne pas faire un anglicisme. Je pense qu'on peut dire que c'est un body horror conceptuel plus que visuel. Parce que tu l'as très bien résumé, raconté, on ne voit jamais le corps en œuvre. On a accès au schéma initial qui nous prépare à ce mille-pattes humain. Ce mille-pattes à trois humains, on le rappelle, donc qui est un mille-pattes, un prototype presque plus de mille-pattes. Et d'ailleurs, quand on entend mille-pattes, il y a ce côté insecte, il y a quelque chose de grouillant. C'est très effrayant, au-delà du fait de rattacher des anus à des bouches, chose absolument répugnante. Et je pense que c'est ce concept de film auquel les gens ceux qui aiment le film sont très attachés, et peut-être si limite, à mon sens, hein, mais je n'ai pas lu non plus toutes les critiques positives autour de ce film. D'ailleurs, à propos de ce schéma, enfin, tu as évoqué tout à l'heure l'humour du film, mais le film, je pense malheureusement, est drôle par moments, hein, à ses dépens. Et si on prend l'exemple de ce schéma, oui, il y a des scènes médicales qui sont très réussies pendant l'opération. On a des éléments chirurgicaux qui sont posés à certains endroits. Mais quand le scientifique expose à ses victimes, à ses futurs cobayes, son intention, son projet de sa création, son projet de création, le schéma est risible. On dirait qu'il a été réalisé par un enfant de 7 ans et demi. C'est-à-dire qu'on a très peu d'éléments anatomiques. On a des personnages vaguement dessinés et reliés entre eux. Enfin, on se demande si ça relève d'une erreur d'écriture, si c'est volontaire, éventuellement de la part de Tom Six. Aussi, pourquoi pas, pour le rendre encore plus compréhensible au spectateur, pour le spectateur. Mais c'est à mourir de rire, presque. Bah, carrément, je pense qu'il y a un peu ce côté aussi sale gosse
Tu vois aussi, je pense là-dedans. Je dirais parce qu'il y a un peu ce côté, je vais vous montrer un truc, un concept complètement con qui, quand tu l'exposes, t'as à la fois horrifié, mais t'as un peu envie de rire. Mais au final, ouais, vous allez voir, je vais vraiment le faire et ça va être dégueu et ça va être horrible et tout, voilà. Et je pense qu'il y a un peu cette ambivalence justement de rire, et comme c'est pas complètement assumé, que tout est très caricatural, tu te demandes est-ce que c'est fait exprès, est-ce qu'en même temps, visiblement c'est fait exprès, mais il y a un peu, je trouve en tout cas, que c'est pas suffisamment bien fait et les intentions sont pas suffisamment entre guillemets claires pour qu'on se dise ok, là c'est vraiment de la pure déconne, on s'amuse, notamment de prochains films dont on va parler. Pour le coup, c'est très assumé, c'est très clair, ce côté comique et ce côté horreur. Et même je dirais que la comédie dans Tusk, on va y venir, a une approche peut-être beaucoup plus utile au scénario, à l'histoire et à l'ambivalence de ce que le film veut montrer que The Human Centipede, où c'est juste ok, c'est fun parce qu'en fait c'est vraiment dégueulasse, et puis il y a un côté avilissant qui est un peu drôle, mais voilà, c'est pas hyper clair, et c'est juste un peu presque anecdotique l'humour, quoi. Ça pose du coup la question de l'intention du film, ce que Tom Six a voulu raconter. On en parle un petit peu depuis tout à l'heure, mais dans quel but, pour quel objectif, quel est son projet d'écrire, de conceptualiser une telle horreur, une telle créature monstrueuse et répugnante. Je me pose encore la question de la finalité de ce travail, de cette œuvre, de ce dessin, de ce projet. Oui, parce que même, on pourrait dire à la limite que voilà, ce serait un peu un délire sadique, un truc, voilà, on veut montrer quelque chose d'horrible, mais qui est complètement gratuit. Mais le film n'est pas assez divertissant pour ça. Ça aussi, on peut carrément le redire. Mais par exemple, on prend un film comme Terrifier. Il n'y a pas vraiment de finalité, en tout cas il n'y a pas une finalité qui est hyper claire à tout en fait ce déchaînement de violence et de gore et tout, mais le film est tellement drôle, a tellement des idées visuelles fun, et le film assume tellement son humour que là ok, il y a un truc où on se dit ok, c'est fun, c'est le carnaval, on y va à fond. Là, c'est beaucoup plus ambigu, le rythme est très lent. Encore une fois, ça fait un peu film autrichien MDR, mais il y a voilà un peu ce côté, on dirait presque un peu un film d'horreur raté, mais qui en même temps se moque des stéréotypes et des clichés, mais ils utilisent, voilà, c'est pas un film très clair encore une fois là-dessus. Et ouais, je vois oui, que tu veux rajouter quelque chose. Mais je pense qu'on a déjà pas mal écumer ce film, et la preuve en est, si on est un peu essoufflé pour en parler, c'est qu'on ne peut pas en tirer énormément de sève. Soit il n'est pas suffisamment jusqu'au boutiste, effectivement pas assez clair, délimité dans ses intentions, dans son écriture, et aussi, j'y reviens, dans la caractérisation de ces personnages qui sont d'emblée avilis, humiliés. Ils sont quelque part toutes et tous châtiés. C'est plus clair pour le personnage de Katsuro qui le dit de lui-même, qui émet des regrets quant à son comportement vis-à-vis de sa famille. On comprend que les deux Américaines sont des jeunes femmes qui aiment faire la fête, qui se soucient de leur apparence et qui sont un peu fétichisées, fantasmées du point de vue du savant fou. Donc qui les condamne finalement, qui les châtie pour leur arrogance, leur vanité, mais c'est pas du tout développé. Donc voilà, le film ne va paradoxalement peut-être pas assez loin visuellement ou même en profondeur, et n'est pas clair sur ce qu'il veut raconter, et on rit vraiment à ses dépens, et on finit par trouver les personnages tous archétypaux, mais plus encore caricaturaux. Et c'est pas une caricature volontaire. C'est un film qui a un peu le cul entre deux chaises, et qui entre demi-pattes, exactement, et qui même, ouais, je voulais dire, ça m'a fait penser à ça, finit un peu comme un paix foireux en fait. Voilà. Donc écoutez, sauf si Fanny, tu as autre chose à rajouter sur le film, je pense qu'on peut passer du coup à notre prochain film, le bien nommé Tusk. Donc nous revoilà avec
Tusk, qui est une comédie horrifique réalisée par Kevin Smith en 2014. Donc cette fois-ci, nous allons plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire plutôt commencer par le parcours de Kevin Smith. Donc Kevin Smith est un réalisateur, scénariste et producteur américain qui s'est fait d'abord connaître pour le film Clerks, qui est un film réalisé à petit budget et devenu culte ensuite, qui s'intéresse à la vie quotidienne mais des fois absurde dans une épicerie. Il a d'ailleurs tourné avec des membres de sa famille dans une épicerie durant les heures de fermeture de cette dernière. Et fort un peu du succès à la fois critique et un peu commercial de ce film, qui est notamment passé par la semaine de la critique à Cannes mais également à Sundance, eh bien il va peu à peu construire un chemin plus ouvert dans le cinéma mainstream avec plus ou moins de succès. Notamment, il a notamment fait le film Dogma, qui est un film qui se moque des catholiques, voilà, qui avait un peu fait scandale à l'époque. Et il y a d'abord eu une première incursion vers l'horreur en 2011 avec le film Red State, qui s'intéressait à un groupe d'ados qui justement cherchaient du contenu sexuel sur internet et qui se retrouvent piégés par un groupe de cathos intégristes qui vont faire passer un sale quart d'heure. Nous n'avons pas vu, je précise tous les deux, mais voilà, c'est le résumé du film que nous avons, mais nous verrons prochainement, je pense, ce film-là. Et après, il est passé donc à Tusk en 2014, qui un peu marie les deux aspects de sa filmographie, c'est-à-dire la comédie, qui est ce pourquoi il est le plus connu, et l'horreur, voilà, qui était une incursion très récente, mais une horreur toujours comique. On pourra en reparler. Et le film a du coup mis mal à l'aise, et met encore mal à l'aise beaucoup de gens qui le voient par ce mariage des tons. Mais pourquoi ? Donc l'histoire du film, c'est un certain Wallace Brighton, qui est un podcasteur américain, qui a une émission qui s'appelle Sonotsi, qui co-anime avec son meilleur ami, qui d'ailleurs est joué par Haley Joel Osment, qui jouait le gamin dans Simpsons d'ailleurs. Et du coup, il a vu une vidéo virale d'un jeune homme qui se coupe sans faire exprès la jambe avec un katana, dans le style un peu des vidéos virales qui marchaient au tout début de YouTube. Et il décide, allez, je vais aller interviewer dans le cadre de ce podcast. Donc qui s'appelle Sonotsi, et qui d'ailleurs Notsi, c'est une référence, un jeu de mots à nazi, donc parce que justement il dit aller rejoindre Notsi Party, donc il y a un peu en plus un petit écho par rapport au film dont on a parlé précédemment. Et une fois sur place, il se rend compte que le jeune homme en fait est mort, et donc il se dit merde, je me retrouve toujours au Canada, en plus vraiment voilà, dans un bled qui est pas spécialement peuplé, il sait pas trop du coup quoi faire, et il se rend dans un bar, et il voit l'histoire magnifique d'un ancien marin qui a plein d'aventures, je racontais, mais qui est tétraplégique et qui du coup est coincé dans sa grande demeure en périphérie de la ville. Et il se dit, allez, en vrai, ça a l'air super, je vais aller interviewer ce mec-là pour pouvoir savoir toutes ces histoires. Mais une fois arrivé sur place, voilà, il prend un verre d'une boisson servie par son hôte, et il commence à peu, du coup, se sentir mal et à s'endormir, et il se réveille avec, ironie du sort, une jambe en moins. Et il se rend compte petit à petit que notre marin est obsédé complètement par la figure des morses. Pourquoi ? Parce qu'il a failli une fois mourir lors d'un naufrage de son bateau. Et c'est un morse en fait qui l'a secouru, qui a tenu chaud. Mais à un moment, voilà, la faim se faisait sentir. Et du coup, il a été obligé de tuer son ami morse qui s'appelait Monsieur Tusk. Et d'où le nom du film. Donc depuis, il est traumatisé et il essaye du coup de réanimer son ami Tusk en justement transformant à travers un espèce de costume très réaliste qui fait très humain de morse des personnes qui arrivent dans sa demeure, parce que évidemment notre héros n'est pas le premier personne à se faire torturer et plus si affinité par notre hôte. Et donc, on peut commencer par dire que voilà, il y a un côté à la fois aussi très risible dans le concept du film, qui a pour le coup est beaucoup plus assumé. Voilà, il y a beaucoup plus de traits d'humour. On peut aussi dire, pour continuer un tout petit peu l'intrigue, que sa copine qui est restée sur place aux États-Unis commence à s'inquiéter de ne pas avoir de nouvelles de son mec. Mais, spoiler, en fait, elle couche avec son meilleur ami, Ellie Joel
Osment, qui lui aussi trouve d'ailleurs que son meilleur ami, que notre héros, est un peu un connard, mais il décide quand même d'aller justement le retrouver au Canada. Ce mélange des genres, qui a entre des éléments comiques plus gras et des éléments aussi comiques plus horrifiques, et un côté à la fois vraiment glauque dans tout ce qui se passe, fait un peu le moteur du film. Et je voulais savoir ce que tu en avais pensé, Fanny. Alors, je crois qu'on se rejoint à nouveau là-dessus. C'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. On peut commencer par là. Tu l'as expliqué. Je pense que c'est lié aussi au parcours de Kevin Smith et à son talent de scénariste. La comédie est pensée véritablement à l'intérieur du film. Et elle est amenée de différentes manières à travers un ton qui peut faire songer à l'humour noir, mais aussi l'humour absurde. Et notre personnage principal, Wallace, est caractérisé d'emblée. Il a quelque chose, je ne sais pas si tu seras d'accord avec toi, mais un peu de l'anti-héros. Il nous est très antipathique, du moins au début du film, jusqu'à ce qu'on ressente une forme d'empathie envers lui. On se trouve en empathie avec lui par rapport au sort terrible qui lui est réservé. Et ne serait-ce qu'à travers cette évolution de l'émotion pour le personnage principal et ce panel aussi d'émotions. On passe du rire au dégoût, à la terreur même parfois, à l'effroi. C'est très bien mené, c'est très bien agencé, c'est très bien cousu ensemble. Et pour le coup, le terme cousu tombe fort à propos parce que Howard Hawks, je crois que c'est son nom, coud littéralement des morceaux de peau humaine ensemble pour en faire un costume, tu l'as rappelé. Et là, c'est intéressant parce que on en vient enfin à la métamorphose. D'ailleurs, je crois qu'on n'a même pas prononcé ce terme pour The Human Centipede, puisque c'est une métamorphose qui se fait mal, qui n'est pas tellement visible. On ne voit pas le mille-pattes, on l'a expliqué. Alors qu'ici, le morse a une représentation. Il a même son propre costume. Et c'est un costume d'animal, mais fait à partir de morceaux humains. Oui, ça, je pense qu'on arrive à un point assez important du film, c'est qu'en fait, dans Human Centipede, c'est un mi-patte, parce que ça fait penser à un mi-patte, mais au fond, c'est pas un vrai mi-patte, parce qu'il y a un peu ce côté, on utilise la représentation de l'animal pour montrer l'avilissement par rapport à l'humain. Alors que là, ce qui est ambivalent, c'est que notre Howard, le savant, il est fasciné par le morse, il respecte vraiment le morse. C'est-à-dire qu'il y a c'est pour lui, c'est pas du tout un avilissement de transformer ses proies en morse. C'est vraiment une espèce de limite de sublimation en mode les humains en fond sont pas intéressants et le morse a plus de classe, justement un animal en fait qui ici vraiment et qui est iconifié, qui est rendu comme un héros parce que c'est un peu lui qui l'a sauvé et donc du coup Howard il se sent vraiment coupable de l'avoir tué parce que au contraire lui se dit c'est moi qui me suis comporté comme un animal en fait, et en fait il cherche du coup à un petit peu comment dire, déshumaniser quelqu'un qui nous est vraiment présenté comme un connard fini, parce que c'est quand même quelqu'un qui est obsédé par sa petite renommée de podcasteur, qui a un truc vraiment ici montré comme un truc de niche sympa, mais pour lequel il y a du succès, mais où il y a une espèce un peu de péché de grandeur, d'orgueil. Et justement, il est là un peu pour essayer un peu finalement de le casser, notre Wallace. Donc d'ailleurs Wallace, ça fait penser à Walrus, qui veut dire le morse en anglais, donc c'est assez rigolo. Et spoil, il arrive plus ou moins à le casser, et il y a un peu ce truc à la fin de qu'est-ce qui reste finalement de l'humain, et est-ce que c'est si grave que ça au final que ce soit devenu un morse. Il y a un peu ça. Si on revient à ce qu'on disait initialement en intro sur la raison de la métamorphose, ici tu l'as très bien dit, Wallace s'est transformé en morse et il est donc châtié pour son péché d'orgueil. Et du même coup, la métamorphose, elle devient aussi un moyen de rédemption. C'est-à-dire qu'en se déshumanisant, en acceptant, en tout cas en se départissant de son humanité, en devenant un morse, Wallace finit par avoir l'opportunité de devenir quelqu'un de meilleur.
le scientifique fou réhabilite le morse, en fait un être noble qui devient presque l'avenir de l'homme. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, oui, carrément. Et je trouve que c'est ça aussi, je pense, qui doit un peu choquer les gens. Parce que tu vois, il y a un peu ce truc de ouais, ce film il est vraiment perturbant et tout. Et quand tu vois le film, au début, je me dis, mais ok, c'est une comédie américaine, justement, avec un esprit un peu à la Seth Rogen. On se dit, bon, ok, voilà, c'est rigolo. Mais qu'est-ce qui est vraiment traumatisant? Et même, tu vois, les aspects un peu gore, un peu body horror sont cool, sont vraiment bien faits, mais c'est pas non plus traumatisant. En fait, je pense que ce qui vraiment choque les gens, c'est ce côté à la fin de en fait, ok, le scientifique, notre Howard, il est complètement fou et c'est un personnage qui fait peur et tout, mais il amène notre personnage vers quelque chose de bien. En fait, il était un connard avec son meilleur ami et sa meuf qui au final plus ou moins finissent par sortir ensemble à la fin et du coup qui vont le voir et lui il a au final l'air on sait pas s'il est heureux mais il se souvient de sa vie d'avant mais en même temps il est vraiment plus humble comme il est en tant que morse et il y a cette dimension là je pense de se dire ouais il y a peut-être un peu de bien dans cette folie furieuse qui je pense a un peu dérouté des gens et ils ont un peu mis mal à l'aise quoi. Et puis le fait qu'on ait plus d'empathie là encore pour Wallace à la fin et qu'on le préfère sous sa forme de morse et on le voit quasiment plus de la moitié du film ou un peu moins de la moitié, j'ai pas exactement cette temporalité en tête, mais on finit par oublier une fois qu'il est en morse ce à quoi il ressemblait en tant qu'humain. De ce point de vue, le costume et le maquillage du morse sont de vraies réussites pour ce film. Et ça me permet de marquer cependant peut-être une, comment dire, pas une réticence, mais une déception à l'égard de ce film, toujours sur le thème du body horror. On parle de métamorphose, donc on parle d'un processus. Notamment, on a un processus chirurgical, et on peut se dire que transformer un humain en morse, ou lui confectionner un costume de morse qu'on va lui adjoindre, qu'on va lui coller sur la peau, sur les membres, ça prend du temps. C'est quelque chose qui est long, qui est laborieux, qui est coûteux, qui est terrible, qui est visuellement insoutenable. Et la vision du morse au début est un véritable choc visuel et en même temps convoque le rire. Et ça, c'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement efficace. Par contre, on passe d'un Wallace qui a une jambe amputée, donc qui a encore complètement forme humaine, à un Wallace morse, à Mr. Tusk, finalement, de Wallace à Tusk. Et toute cet entre-deux, donc ce moment, ce laps de temps de la métamorphose, c'est abordé comme une ellipse. En fait, il y a une ellipse entre ces deux temporalités, ces deux états de Wallace. Et chez moi, ça a créé de la frustration, parce que je voulais voir, en fait, ce passage de l'humain à l'animal, comment visuellement, il abandonne son humanité, ou du moins on lui ôte. Là, je parle comme si Wallace était l'auteur de sa propre métamorphose, mais il l'a subi réellement. Et quand on le retrouve en morse, il ne peut plus s'exprimer comme un humain, il n'a plus le langage. Alors que quand on le quitte en tant que Wallace, en tant qu'humain, il peut encore parler. Alors certes, il commence à crier, à être en proie à d'atroces douleurs, mais il est authentiquement humain et on le retrouve quasiment déjà complètement animalisé. Alors bien sûr, à la fin, il est pleinement animal. Quand il commence à découvrir son état de morse aussi à travers que les jeux qu'Howard instaure avec lui pour lui apprendre à être un bon morse, il essaye de lui apprendre à nager, à se nourrir. Wallace résiste. Wallace, un peu comme d'ailleurs Katsuro dans The Human Centipede, qui est accroché à son humanité, qui est accroché à sa dignité, qui s'y refuse et qui finalement est bien obligé de s'y résigner, de s'y soumettre. Mais voilà, je pointe là quand même, je pense, peut-être un manque du film, de ne pas avoir suffisamment travaillé ce processus de la métamorphose, cette transposition que j'aurais adoré voir. Justement, on est peut-être encore face à une espèce d'horreur qui est plus psychologique que physique ici, un peu presque comme dans Human Centipede, parce qu'ici, il y a un peu ce côté, la déshumanisation se fait surtout par le biais de quand est-ce qu'il va lâcher l'humain en lui. Parce qu'il y a un truc quand même, je trouve, c'est que
certes, la métamorphose lui est imposée, mais la vraie métamorphose finale, c'est quand il va enfin dire, enfin, justement ne pas dire, mais quand on va comprendre dans son attitude, parce qu'au début, en tant que Morse, en tant que Tusk, on sent que il sait pas trop quoi faire, il est un peu hébété, il souffre, voilà, mais ça reste un humain. On sent vraiment dans son regard que ça reste un humain. Et le vrai truc, donc spoiler, qui fait que il va vraiment devenir Tusk, c'est quand il va reproduire le combat final avec Howard, justement le fameux moment où justement Howard lui dit voilà Monsieur Tusk, tu vas avoir ta revanche enfin, et c'est là où en fait il va tuer Howard. Et c'est à ce moment-là qu'il va vraiment devenir finalement un Morse, mais par choix. Et c'est ça aussi qui rend le truc très, très perturbant psychologiquement, parce que au final il devient un peu volontairement un Morse à la fin. Il tue son créateur. Tu parlais de God complexe. Ce savant fou, il a réussi à transformer l'humain en animal, en plus en partant de matériaux qui existent. Là encore, aucun surnaturel, même si bien sûr ce n'est pas possible dans la réalité, que le film n'est pas réaliste. Néanmoins, pas de surnaturel, pas du tout de fantastique là-dedans. Et Wallace devient Mr. Tusk, on peut le dire, une fois qu'il a tué son propre créateur. Et son créateur meurt dans l'apaisement, meurt dans une sorte d'enthousiasme, alors, épiphanie, n'exagérons rien, mais en tout cas, oui, d'apaisement, de calme. Il a accompli son rêve et il peut mourir en paix, sous les coups de crocs, de défense de Mr. Tusk. Oui, et puis c'est ça, en fait, au final, le film, on peut presque dire qu'il devient à ce moment-là assez lumineux, et même à la fin est un peu en demi-teinte, mais assez lumineuse aussi. Au final, on retrouve vraiment pleinement la comédie. D'ailleurs, pour revenir un peu sur les aspects qui, pareil, m'ont peut-être un peu déçu, je suis d'accord pour dire que la transformation physique est peut-être un peu ce qui manque un petit peu au film, même si je trouve quand même à ce body horror, voilà, ça reste quand même solide, tu vois. Je trouve que c'est moins décevant que The Human Centipede. Mais je trouve que c'est un peu plus décevant. Moi, c'est un peu les apartés assez comiques qu'il y a avec le personnage qui est joué par Johnny Depp, qui joue un espèce de détective québécois. Alors là, c'est vraiment en mode sketch, et c'est un peu con. Et c'est un peu drôle, hein, mais c'est un peu le pas de côté qui éloigne du film. Et aussi, c'est un peu pour contexte, parce que en fait, il faut savoir que Tusk fait partie d'une trilogie qui s'appelle la trilogie du Grand Nord, où nous avons 3 films. Donc nous avons d'abord Tusk, nous avons ensuite un deuxième film qui est également avec Johnny Depp et sa fille, parce que oui, c'est important de le préciser ici, mais en fait c'est le premier rôle de Lily Rose Depp, voilà, que nous avons pu voir il n'y a pas longtemps. Et d'ailleurs, sa prestation m'a personnellement beaucoup plu dans Nosferatu. Je savais que ça n'a pas été le cas pour tout le monde, mais voilà, on les retrouve du coup, le père et la fille, dans Yoga Hosers, qui est un autre film qui se déroule justement dans cet univers du Grand Nord, qui je crois beaucoup n'est pas un film d'horreur. Et il y a un troisième film que, s'il vous plaît, s'il y a des gens à Hollywood qui nous écoutent peut-être, faites-le. C'est une parodie de Jaws, qui est avec un élan. Et ça s'appelle, je crois, Moose Jaws. Et juste, en fait, personnellement, je sais pas pour toi Fanny, mais moi je veux voir ça en fait, vraiment. Mais oui, mais là on le voit en fait que dans le projet de Kevin Smith, il y a quelque chose de complètement second degré. Le mec est fort au sens où il ne se prend pas au sérieux, et d'un autre côté, il est intelligent dans l'écriture de son film, même si je souscris à ce que tu dis, avec ce pas de côté qu'incarne le personnage de Guy Lapointe. Et le moment de l'enquête où les deux autres personnages, donc la petite amie et le meilleur ami de Wallace, tentent de le retrouver et de le sauver. C'est vrai que c'est un arc qui m'intéresse moins. De là à dire qu'il ralentit le film et qu'il piétine, je ne sais pas. Mais néanmoins, c'est pas la partie la plus réussie. Kevin Smith, vraiment, a un parti pris hyper intéressant, hyper drôle, ne serait-ce que dans le fait de le raconter. Et on n'est pas dans la répugnance. On est pourtant dans le choc, c'est-à-dire qu'il arrive à ménager des moments de terreur, d'effroi, et en même temps, il manie très très bien le comique. Et c'est fou
quand on découvre Wallace, on est terrifié et on peut être hilar et en même temps se dire « Oh la vache, qu'est-ce qu'il lui a fait ?» Mais il ne reste plus rien de lui, c'est immonde. Et voilà, on a ces 3-4 sentiments mêlés qui arrivent à cohabiter ensemble. Là où je refais le parallèle avec The Human Centipede, on rit mais on est un peu dégoûté sans trop savoir comment ces sentiments s'entremêlent et on voyage entre tout ça sans être complètement convaincu. Là où dans Tusk, tout est très bien affirmé. Mais je pense complètement que tu as mis le point, Fanny, sur un truc qui crée là où ce qui fait que Tusk ça marche par rapport à Human Centipede ne marche pas. Tusk a beaucoup d'empathie envers en fait ses personnages et c'est pour ça que l'horreur complètement arrive à se créer, et pas un horreur froid, chirurgical et voilà. Et surtout pourquoi est-ce que l'humour arrive à bien se transmettre, c'est que vraiment on a de la pitié pour Wallace, même si c'est un con et même si on se dit ouais il mérite un peu, mais quand même là c'est un peu chaud quoi. Et ouais il y a un peu ces sentiments mêlés et aussi on est à la fois horrifié et en même temps on est presque un petit peu comment dire genre fasciné par sa transformation finale en morse, mais non pas physique mais mentale, voilà, parce qu'il y a un côté on s'identifie à lui, il n'est pas traité comme étant une simple chaîne dans un mi-patte, c'est vraiment voilà, c'est un personnage en soi, même le morse à l'origine est un personnage en soi et c'est là où vraiment on retrouve finalement dans cette métamorphose un véritable respect en fait pour la créature qui est liée, qui est à la fin et pour finalement l'humanité qu'il y a dans cette créature monstrueuse, ce qui n'est absolument pas le cas dans Human Centipede je trouve. Mais voilà, c'est un petit peu ça ce qui fait que Tusk est vraiment un film qu'on a beaucoup aimé alors que c'est beaucoup moins le cas pour Human Centipede. Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Fanny? Pour moi, un dernier élément, le personnage d'Howard Howe, il est plus touchant lui-même et beaucoup plus effrayant que le savant fou de The Human Centipede, puisque son projet est tout s'inscrit dans son intimité, dans son histoire personnelle. C'est un projet qui lui appartient. C'est un rêve, c'est pas un rêve, comment dire, un peu archétypal de la création folle d'un scientifique fou qui veut juste dépasser les lois de la nature. Non, Howard a pour projet lui-même de mourir et il veut retrouver son morse, finalement son seul ami, son seul compagnon qui l'a véritablement compris, parce que on le comprend, on l'apprend à travers le film. Il a un passé terrible, Howard. Bien sûr, ça ne justifie pas ses actes et ses choix, mais néanmoins, il a été déçu par l'humanité, il a été maltraité par elle. Et le morse, c'est son espoir. En fait, c'est que Howard est un personnage qui n'est pas un archétype et un personnage surtout qui fait ce qu'il fait finalement pour des bonnes raisons entre guillemets, mais si évidemment c'est pas défendable. Mais il y a un côté ouais, on arrive à un peu comprendre ce méchant et c'est ce qui fait que c'est un bon méchant d'ailleurs, parce que souvent on dit ouais les méchants ils sont réussis parce qu'ils nous ressemblent un peu. Et vraiment le personnage de Joseph Hater dans Human Centipede, on peut pas s'identifier à lui, sauf si vous êtes néo-nazi, mais si c'est le cas vous faites pas vraiment partie de l'humanité je trouve, mais bon ça c'est un autre débat. Je pense qu'on va pouvoir passer du coup à la section des mises en réflexion par rapport à ces deux films. Et voilà, donc en tout cas n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de nos réflexions sur ces deux films. Et voilà, on se revoit tout de suite. Ça tombe bien qu'on ait parlé de la dimension peut-être pas joyeuse, mais beaucoup plus réjouissante de la métamorphose, du moins d'une métamorphose qui ne serait pas juste châtiment, mais aussi rédemption, qui pourrait paradoxalement apporter peut-être un espoir à l'humanité, qui ne soit pas vue juste comme une donnée, quelque chose de monstrueux. Parce que ça m'a rappelé, alors l'écart entre les deux films est très important, attention, c'est un parallèle assez éloigné et qui vient se recentrer, se cristalliser plus exactement autour de la métamorphose en animal, vous l'aurez compris. Et le film que j'aimerais vous présenter ce soir, que vous connaissez très probablement, c'est Le règne animal de Thomas Caillet, sorti en octobre 2023. Ça a été un grand choc esthétique, émotionnel pour moi quand je suis allée le voir au cinéma. D'ailleurs, j'ai eu la chance de le voir à 2 reprises
au cinéma et je suis une grande fan de la question de la métamorphose. Vous l'avez compris, de la métamorphose en animal. Et Thomas Caillet l'aborde sous un prisme très nouveau et très intéressant, c'est-à-dire que dans un futur plus ou moins proche, l'humanité, en France, mais aussi apparemment dans d'autres pays d'Europe et dans le monde, est en proie à une étrange épidémie, fait que les humains se transforment progressivement. Certains humains qui sont touchés par cette épidémie se mettent à se métamorphoser en animal. Voilà, il n'y a pas forcément de raison pourquoi certains se transforment en poule, pourquoi d'autres se transforment en ours, pourquoi d'autres se transforment en loup. On ne sait pas, il n'y a pas apparemment de raison apparente à l'animal d'arriver. Mais voilà, donc la métamorphose est a priori abordée comme une maladie, initialement, et finalement on se rend compte qu'elle a une autre portée. Même si on voit pour le coup tout le processus d'un des personnages du film qui se rencontre, qu'il est en proie à cette maladie, qu'il a été touché, qu'il a le virus ou la bactérie, on ne sait pas trop à quoi c'est lié. Il comprend qu'il va se transformer en loup et on voit qu'il doit apprendre à se départir de son humanité. On voit qu'il doit y renoncer progressivement. On passe par un peu comme dans un deuil, on passe par la phase de colère, la phase de déni, de désespoir, puis progressivement l'acceptation vers un état nouveau qui est peut-être synonyme de liberté et aussi d'épanouissement, d'émancipation par rapport à un état d'humain qui est parfois synonyme, lui, de prison, d'emprisonnement, d'aliénation. Et aussi cette animalité, cette évolution vers l'animalité, eh bien, elle va aussi permettre un rapprochement entre deux personnages, un père et un fils, qui vont paradoxalement se retrouver à cet endroit de l'humanité pour aussi se séparer, puisque l'un des personnages va vers l'animalité et l'autre demeure humain. Donc je trouve que ce film est vraiment magnifique. C'est un film sur les liens familiaux, c'est un film aussi sur l'écologie. Je crois, Raphaël, tu le qualifies d'antispéciste. C'est un film merveilleux qui... alors différemment de Tusk, mais arrive à mélanger les tons. Il y a une dimension beaucoup plus dramatique. C'est pas un film qui nous fait rire, mais par moments, on rit parce que le personnage qui se met à avoir des comportements animaux, c'est saugrenu, c'est bizarre et c'est assumé comme tel. Et donc ça donne des moments de respiration pendant ce film qui est par moments très très touchant. Et moi, oui, il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois pour ne pas pleurer, ou même je crois que j'ai pleuré dès que je l'ai vu, à 2 reprises. Mais j'ai apprécié fortement ces moments de respiration, d'espoir, d'humour qui arrivent par touche et font que ce film est absolument humain. Et voilà, je trouve que ça crée une belle continuité sur cette question de la métamorphose qu'on a traversée à travers de multiples films qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et quelque part, on peut lire une continuité et voir que la métamorphose en animal, c'est bien plus aujourd'hui qu'un châtiment. C'est peut-être plus qu'une rédemption aussi, un espoir, un signe d'optimisme. Merci beaucoup Fanny, tu en as vraiment très très bien parlé. D'ailleurs on vous encourage vraiment à aller le voir. Je crois pas qu'il passe encore dans les cinémas malheureusement, mais d'aller le voir en DVD, en Blu-ray, en VOD. Voilà, il est quand même très très disponible ce film, et fort heureusement parce que c'est vraiment un super film. Et d'ailleurs oui, j'ai effectivement dit antispéciste sur le film. En tout cas, je sais pas si le film est vraiment antispéciste, mais en tout cas ça interroge un peu des thématiques qu'il y a du rapport à l'animal, correspond bien un peu au rapport qu'on a abordé par les deux autres films à l'animal, à aussi les individus hybrides homme-animal, pour un peu savoir quel est un peu le respect qu'on leur doit. Et voilà, je pense que c'est un film qui aborde de façon très très humaine, très très touchante, et aussi du cinéma dur en France, c'est juste trop bien continué. Donc voilà, c'est important d'ailleurs d'aller soutenir le cinéma dur français. De mon côté, je voulais parler de façon pareille assez alambiquée pour parler de quelque chose que j'aime bien. Alors, je trouve, pour être tout à fait honnête, que Fanny, que pour toi c'était pas alambiqué, c'était vraiment très très juste, très très cohérent. Moi j'avoue, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai vraiment un peu galéré à me dire ok, alors je prends quoi. Et au final, c'est dans Tusk, il y a cette dimension de associer au final
un comportement de toxicité masculine avec finalement une forme un peu d'animalité, ou en tout cas un peu de rapprocher les deux et de dire finalement voilà, peut-être que quand il est sous une forme genre animale, il est plus humain que avant, un peu de le punir sous une forme animale. Et ça m'a fait penser à un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle Chat Pie, qui est un groupe de métal, encore une fois sur les musiques extrêmes, n'est-ce pas, américain, qui vient de l'Oklahoma. Et en fait, c'est un groupe de sludge metal a priori. Donc le sludge, c'est un genre de métal qui est caractérisé par des riffs assez lents, assez lourds, un son un peu crade, voilà. Et même si Chat Pie fait partie de ces groupes où certes on les catégorise par une sous-catégorie très niche, mais même ça c'est pas suffisant. En fait c'est un groupe qui est un peu à la croisée des genres. Si vous voulez, c'est un petit peu avec cette base d'un son assez crade, assez lourd, assez pesant, et avec une espèce de voix qui est entre chanter et parler, et qui aborde plein de thèmes de façon assez satirique mais en même temps horrifique, de montrer la folie américaine. Notamment il y a un son qui s'appelle Grimace Smoking Weed.jpg. Donc en fait ça représente du coup le personnage un personnage qui est terrorisé par une apparition de Grimace. Donc Grimace qui est une mascotte de McDo aux États-Unis du coup, qui lui apparaît et qui le pousse tout en fumant un petit peu de marijuana à se suicider. Donc voilà, c'est un petit peu les thématiques, le ton un petit peu de Chat Pie. Et j'ai voulu parler précisément non pas d'un morceau mais d'un clip. Le clip de Masque. Donc Masque est un morceau qui traite, comme son nom l'indique, de masculinité, notamment de masculinité toxique. Et dans le clip, on voit un homme qui est un peu poussé par d'autres hommes à justement accomplir des actions de virilité cliché, genre être torse nu, montrer ses muscles, faire des abdos, avec un côté très ambiance un peu petite binouse et Fight Club un peu caché. Et en parallèle, on voit son rapport qu'il a avec sa femme, qui a l'air un petit peu, on pourrait dire, absente, voilà, c'est un peu flou, je vous cache pas, c'est vraiment assez dans la symbolique ce clip, et on la voit en fait être un petit peu dans une espèce de folie, de transe mais joyeuse, aux côtés d'un espèce de monstre en fait qui a une tête de cochon et qui a une espèce aussi d'image un petit peu de vérité mais assez agressive, plus type Leatherface, et qui on pourrait dire un peu découle de la représentation masculine qu'on a vu avant, mais qui serait beaucoup plus violente, y compris envers ces hommes-là. Voilà, ce que justement les paroles du morceau, ça indique vraiment une volonté de ne pas avoir l'air con, de vraiment fermer sa gueule, de justement ne pas vraiment croire, puisque croire en fait, ça voudrait dire déjà être trahi. Donc voilà, c'est des espèces d'images un peu de mal alpha, clichés, red pill de merde, et donc ça critique tout ça. Et justement cette femme a un enfant avec justement cette créature là, et c'est un peu ambigu, c'est un peu ambivalent, mais c'est assez terrifiant. Et voilà, cette espèce de rapport entre masculinité et animalité, ça m'a fait beaucoup penser à ce clip là. Et voilà, on s'encourage du coup à aller écouter Chat Pie, c'est trop bien. Ils ont sorti un album dont est issu d'ailleurs ce morceau, qui s'appelle Cool World, qui est sorti en octobre dernier. Et voilà, d'ailleurs il passe à Paris le 28 avril au Trabendo avec un autre groupe qui s'appelle Agriculture. Ils sont tous dans le même label qui s'appelle The Flancer, qui est un super label. Donc on vous encourage vraiment à aller voir d'ailleurs ce que fait globalement The Flancer. Et voilà, donc je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mais sinon on vous dit du coup au mois prochain. Merci beaucoup de nous écouter. N'hésitez pas à nous faire des retours, vraiment c'est hyper précieux pour nous, à partager, à nous mettre 5 étoiles sur Spotify, vraiment ça nous aide beaucoup. Donc écoutez, d'ici là, prenez soin de vous, allez voir des films, allez écouter de la musique, et surtout n'oubliez pas, faites du body horror, votre hobby d'aurore. À la prochaine, on vous aime fort, à très vite.